C'est une signature aux conséquences potentiellement immenses. Un nouvel accord pourrait bientôt être signé entre les deux plus grandes puissances mondiales, la Chine et les États-Unis. Ça parle donc de droits de douane, mais pas que, vous allez le voir. Alors de quoi s'agit-il et en quoi les deux pays ont besoin autant l'un de l'autre? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actus du jour, en voix off cette semaine, puisque je suis en déplacement avec toute l'équipe. Alors dans la nuit de mardi à mercredi, les États-Unis et la Chine ont donc annoncé s'être entendus sur un accord de principe autour d'un cadre général pour atténuer leurs tensions commerciales. Et c'est une avancée qui a été obtenue à Londres après 2 jours de négociations. L'accord, il doit encore être validé par les présidents des deux pays, donc Donald Trump et Xi Jinping. Et donc, sauf retournement de situation dans les prochaines heures, ce qui, au passage, ne serait pas la première fois, donc bon, c'est toujours bien de le dire, mais ça semble dans tous les cas plutôt bien parti. Alors cet accord, pour bien donner tout le contexte, il fait suite à une trêve de 90 jours. Et durant cette pause, les deux puissances s'étaient engagées à réduire temporairement au moins leurs droits de douane. Les États-Unis avaient alors abaissé les droits de douane sur les produits chinois de 145 à 30%, tandis que la Chine avait réduit les siens de 125% à 10% sur les marchandises donc qui viennent des États-Unis. Et pour bien comprendre, puisque ça fait quelques jours qu'on n'a pas parlé des droits de douane, lorsqu'un pays impose des droits de douane, c'est donc les importateurs qui les payent. Exemple très facile, quand Donald Trump taxe des produits chinois, ce sont les entreprises états-uniennes qui achètent ces produits chinois et qui se retrouvent donc à devoir payer une taxe quand ce produit chinois rentre directement aux États-Unis. Et donc pour reboucler sur le contexte là-dessus, Trump avait lancé cette guerre commerciale pour 2 raisons principales. L'objectif de forcer la relocalisation de l'industrie américaine, mais aussi l'objectif d'affaiblir la Chine, que le président américain tient pour responsable de la crise des opioïdes. En effet, Trump accuse la Chine de faciliter l'importation aux États-Unis de certaines molécules qui sont nécessaires à la fabrication du fentanyl. Le fentanyl, c'est cet opiacé qui est utilisé à l'origine dans le milieu médical, mais qui est désormais détourné comme drogue et qui est à l'origine de dizaines de milliers d'overdoses tous les ans aux États-Unis. Alors finalement, Donald Trump a annoncé ce mercredi que les États-Unis allaient appliquer des droits de douane de 55% sur les produits chinois, tandis que la Chine appliquerait 10% de droits de douane sur les produits américains. Selon un responsable de la Maison-Blanche, ce taux de 55%, ce n'est pas une nouveauté. Il combine les 30% de taxes générales sur les produits chinois et les 25% qui sont déjà appliqués à certains articles. Donc pour résumer assez grossièrement, on est en fait au-dessus des droits de douane qui étaient en place avant le retour de Trump au mois de janvier, mais on est en dessous évidemment de l'escalade qu'on a pu voir ces dernières semaines. C'est donc en quelque sorte un entre-deux, sachant que d'après le secrétaire d'État au commerce Howard Lutnick, qui est donc membre de l'administration et de l'équipe de Trump, ces taxes ne devraient plus bouger à partir de là. Bon, mais là aussi, si vous avez suivi ces dernières semaines, faut prendre ces déclarations avec beaucoup de précautions. Mais alors, pourquoi est-ce que les États-Unis comme la Chine ont intérêt à trouver un accord et à calmer ces tensions commerciales? Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que les États-Unis, ils dépendent massivement de la production chinoise dans de nombreux secteurs. Par exemple, il y a 127 milliards de dollars d'équipements électroniques et 32 milliards de dollars de jouets et objets sportifs qui sont importés chaque année de la Chine vers les États-Unis. Et même si effectivement, on l'a dit, l'objectif de Trump, c'était de ramener la production directement aux États-Unis, factuellement, dans un certain nombre de domaines et dans un certain nombre d'industries, ça paraissait très compliqué. Mais l'un des secteurs importants, un secteur sur lequel les États-Unis dépendent beaucoup de la Chine, c'est le secteur des terres rares. Alors les terres rares, ça englobe beaucoup de choses, mais c'est donc des métaux indispensables à la fabrication de produits technologiques stratégiques. On peut penser aux batteries des voitures électriques, aux éoliennes, aux smartphones ou encore aux systèmes de défense. C'est l'une des raisons pour laquelle Trump cherche à annexer le Groenland. Le Groenland, on a potentiellement beaucoup. C'est aussi au cœur de l'accord signé entre les États-Unis et l'Ukraine, et c'est donc aussi le sujet de cet accord entre la Chine et les États-Unis. Et pour cause, la Chine, c'est aujourd'hui le premier producteur mondial de terres rares. Elle génère près de 70% de la production mondiale, créant donc une forte dépendance de pays occidentaux et notamment des États-Unis. Et ce mercredi, Donald Trump a donc annoncé que l'accord avec la Chine permettrait de sécuriser l'approvisionnement états-unien en terres rares venant de Chine. Ça, c'est donc pour les demandes et pour ce qui pourrait changer côté États-Unis. Maintenant, du côté de la Chine souhaite une levée de plusieurs restrictions qui sont imposées par les États-Unis, notamment sur l'immigration des étudiants chinois. En effet, il y a quelques jours, Trump avait suspendu les visas des étudiants étrangers à l'université de Harvard, où près de 1300 étudiants chinois sont actuellement inscrits. Alors Trump a finalement assuré que les États-Unis continueraient à accueillir des étudiants chinois dans le pays. Mais la Chine demande aussi aux États-Unis de lever les restrictions imposées en matière d'exportation technologique. Elle fait notamment référence au fait que les États-Unis ont commencé à bloquer l'utilisation par des entreprises chinoises de logiciels américains pour tenter de freiner donc la conception par exemple de micropuces. Et à noter au passage que pour la Chine,
les États-Unis reste aussi important. En effet, pour vous donner un ordre de grandeur, en 2024, la Chine a exporté pour 438,9 milliards de dollars de marchandises vers les États-Unis, donc eux non plus n'avaient pas forcément intérêt à cette guerre commerciale. Bon, cela dit, on l'a dit, la Chine a aussi compris qu'ils n'allaient pas forcément pouvoir compter sur les États-Unis. Ils se tournent donc vers d'autres acteurs, notamment vers l'Union européenne. On a déjà eu l'occasion d'en parler avec beaucoup de choses qui font débat sur la position de l'Union européenne face à tout ça. Et il y a d'ailleurs des discussions qui sont en train de s'engager sur la question des terres rares aussi entre l'Union européenne et la Chine. On suivra donc tout ça. En tout cas, cette petite mise à jour me paraissait nécessaire. Au passage, pour ceux qui ne sont pas au courant, et je le dis parce que vous êtes de plus en plus nombreux sur ce format, on a donc ce format des actus du jour qui est disponible sur YouTube et en podcast audio sur toutes les plateformes, mais on a aussi une autre chaîne dédiée spécifiquement à nos grands formats. Donc vérifiez que vous êtes bien abonné à cette chaîne des grands formats et à notre format des actus du jour pour vous assurer donc de suivre tout ça. Allez, je vous laisse avec Blanche pour le reste de l'actualité importante du jour et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. La Fondation humanitaire de Gaza, soutenue par les États-Unis et Israël, a affirmé qu'au moins 8 de ses employés palestiniens avaient été tués dans la nuit de mercredi à jeudi dans une attaque du Hamas. Depuis fin mai, la Fondation a affirmé avoir distribué plus d'1 million de repas dans la bande de Gaza. Et selon elle, un bus transportant plus d'une vingtaine de membres de son équipe a donc été violemment attaqué par le Hamas et elle craint également que certains humanitaires aient été pris en otage. Cette attaque, elle fait suite à une série d'événements meurtriers qui se sont produits ces derniers jours à proximité des sites de l'organisation, avec laquelle l'ONU refuse d'ailleurs de travailler en raison de préoccupations concernant ses procédés et sa neutralité. Mercredi matin, la défense civile de Gaza a notamment annoncé que les forces israéliennes avaient ouvert le feu sur des personnes allant chercher de l'aide humanitaire, tuant 31 personnes et faisant environ 200 blessés. Toujours sur le sujet, l'armée israélienne a annoncé ce mercredi avoir retrouvé et rapatrié les corps de 2 otages israéliens à Gaza lors d'une opération militaire. Selon les autorités israéliennes, 54 personnes sont toujours retenues à Gaza, dont au moins 32 sont mortes, sur un total de 251 enlevées le 7 octobre 2023. Deuxième actu, une marche mondiale vers Gaza, organisée à l'initiative de nombreux militants, devrait atteindre la frontière palestinienne le 15 juin. Selon son site internet, l'objectif de cette marche est, je cite, de négocier avec les autorités égyptiennes l'ouverture du terminal de Rafah, qui se trouve donc à la frontière entre Israël et l'Égypte, en collaboration avec les ONG, les diplomates et les organisations humanitaires. Le but, c'est que l'aide humanitaire entre dans l'enclave pour demander à nouveau un cessez-le-feu. Ce jeudi, plusieurs milliers de personnes venues du monde entier étaient donc attendues en Égypte. Samuel Créténan, un militant suisse qui est coordinateur de l'initiative, a expliqué que les autorités égyptiennes surveillaient avec attention la marche, alors que le pays n'a pas encore donné son feu vert pour cet événement et que toute manifestation est interdite en Égypte depuis plus de 10 ans. De son côté, Israël a exigé de l'Égypte qu'elle bloque cette marche, ainsi qu'un autre convoi composé de militants tunisiens, algériens, marocains et mauritaniens, également en route vers Gaza. On suivra ça. Troisième actu, un avion d'Air India en direction de Londres avec au moins 242 passagers à bord s'est écrasé ce jeudi à proximité de la ville d'Ahmedabad, à l'ouest de l'Inde, dans une zone habitée selon la police locale. Un seul passager a survécu, il s'agit de Vishwash Kumar Ramesh, un Britannique. La cause de ce crash n'a toujours pas été identifiée et des enquêteurs britanniques ont été envoyés en Inde pour aider aux investigations. Selon la direction de l'aviation civile indienne, l'avion s'est écrasé juste après son envol. Le ministre indien de l'aviation s'est dit choqué et accablé par le crash, on suivra ça. Quatrième actu, les États-Unis ont annoncé ce mercredi avoir déplacé une partie de leur personnel situé au Moyen-Orient après que l'Iran a menacé de frapper des bases américaines en cas d'échec des négociations entre les deux pays sur le nucléaire iranien. La source de ces nouvelles tensions, c'est donc notamment les négociations qui portent sur un potentiel texte qui empêcherait l'Iran de se doter de l'arme atomique en échange d'une levée des sanctions américaines qui paralyse son économie. Mais le truc, c'est que ces négociations ont du mal à aboutir et Donald Trump a déjà déclaré qu'il pourrait utiliser la manière forte si les négociations n'avançaient plus. De son côté, le ministre iranien de la Défense a déclaré ce mercredi, je cite, « Si un conflit nous est imposé, l'autre camp subira assurément plus de pertes que nous. Leurs bases sont à notre portée et les États-Unis devront quitter la région. » Il faut savoir que les États-Unis ne possèdent pas directement de bases militaires en Iran, mais ils disposent de nombreuses bases militaires dans la région et notamment au Qatar. On suivra l'avancée des tensions. Cinquième actu, plus de la moitié des ministres du gouvernement de François Bayrou sont millionnaires selon leur déclaration de patrimoine. Elles ont été rendues publiques ce mardi par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Le patrimoine, c'est l'ensemble des richesses que quelqu'un possède. Il peut être composé de biens immobiliers, de biens professionnels comme une entreprise, de placements financiers ou encore de bijoux. Et donc sur les 36 membres du gouvernement, 22 sont millionnaires si on se base sur leur patrimoine. En 2022, lorsqu'Elisabeth Borne était première ministre, 19 membres étaient millionnaires sur les 40 du gouvernement. Selon les calculs du journal Le Monde, le patrimoine net moyen des membres du gouvernement de Bayrou est d'environ 2,5 millions d'euros. À titre de comparaison, le patrimoine net moyen des Français s'élève à 177 200 euros selon l'INSEE. Avec 23 millions d'euros de patrimoine net, Marc Ferracci, le ministre chargé de l'industrie et de l'énergie, est le ministre avec le patrimoine déclaré le plus important. Sixième actu en
France, la consommation de kétamine est de plus en plus banalisée, selon une note publiée ce mercredi par l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives. À l'origine, la kétamine, c'est un médicament utilisé en anesthésie, notamment sur les animaux, sauf qu'elle est aussi utilisée comme drogue pour ses effets hallucinogènes et stimulants. Concrètement, en 2023, 2,6% des adultes âgés de 18 à 64 ans ont expérimenté la kétamine. Selon l'OFDT, même si la consommation de kétamine reste marginale par rapport à la cocaïne et l'ecstasy, elle s'est élargie aux soirées chemsex, donc les soirées où des drogues sont utilisées lors de rapports sexuels. En plus des risques de dépendance, les observations les plus récentes montrent que ceux qui prennent la kétamine régulièrement peuvent notamment souffrir de troubles urinaires ou au niveau des reins. Et on finit avec cette actu en France, le ministre de la Santé, Yannick Neuder, a dévoilé ce mercredi son plan santé mentale. L'objectif, c'est de mieux réparer et soigner les troubles psychiques, mais aussi de rendre plus attractive la psychiatrie auprès des étudiants en médecine. Alors on ne peut pas revenir sur toutes les annonces, mais le gouvernement s'est par exemple engagé à formuler 2 personnes repères par collège et lycée dès la rentrée pour détecter les jeunes souffrant de troubles psy. Il s'agit d'une annonce qui avait été faite en mai. Chaque service d'urgence sera par ailleurs doté d'ici à 2026 d'un référent en santé mentale parmi ses infirmiers. Le gouvernement vise aussi 600 internes en psychiatrie par an contre environ 500 aujourd'hui. Le ministre n'a cependant pas précisé si des moyens seraient débloqués pour la psychiatrie. À noter que les gouvernements de l'ex-premier ministre Michel Barnier et du premier ministre actuel François Bayrou avaient annoncé faire de la santé mentale une grande cause nationale. Merci beaucoup Blanche pour ces actualités, et voilà donc pour aujourd'hui. Alors je rappelle que ce format est aussi dispo en podcast, mais aussi en newsletter directement, c'est gratuit, et pour vous abonner, eh bien, je vous mets le lien directement en description. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.